Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 2 avril 2026, c'est notre bulletin numéro 284 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction, mis sous sanction de manière illégale par la clique d'Emmanuel Macron et de son âme damnée Jean-Noël Barrot. Voilà, c'est aussi le jeudi saint, donc je vous souhaite à tous un bon jeudi saint. Donc aujourd'hui c'est un petit peu la fête, demain ce sera un peu moins, et en tout cas dans exactement 3 jours, Christ sera ressuscité. Donc tout va bien pour les chrétiens du monde entier. Alors nos frères orthodoxes, eux, auront une petite semaine de décalage par rapport à nous. Ce sera dans 10 jours. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux à notre lettre d'information. On a dépassé les 25 000 abonnés. En principe, si je regarde le nombre de vues de nos vidéos qui sont énormément reprises, et que ce soit sur nos propres canaux ou sur d'autres, Rumble, Odyssey, X, Telegram, on doit à peu près à 150 000 par bulletin. Donc ça devrait faire 150 000 abonnements à notre lettre d'information hebdomadaire. C'est gratuit, profitez-en. Si par hasard un jour nous sommes censurés, invisibilisés, normalement, pour l'instant, ils ne pourront pas censurer la lettre d'information. Donc vous vous inscrivez, vous mettez votre email, vous recevez un email, vous allez voir dans vos spams si vous ne le voyez pas, vous confirmez et vous êtes inscrit. Voilà, je compte sur vous. Ceux qui veulent m'aider pour l'instant, ne peuvent pas le faire, mais ils peuvent aider mon épouse, qui vous en remercie. Donc le lien dans la cagnotte est en description de cette vidéo. Voilà, abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde, excellent Géopolitique Profonde, avec un numéro sur le dossier Epstein cette semaine, donc quelque chose d'extrêmement important, puisque bien sûr une bonne partie de la classe dirigeante américaine est touchée, mais pas seulement, et puisque la France est touchée au premier rang desquels Jack Lang, et on aimerait bien savoir ce qui se passe exactement, donc ne manquez pas ce numéro de Géopolitique Profonde. Inscrivez-vous donc sur nos réseaux sociaux, mais Français de Russie et Biélorussie, il vous reste encore un peu plus d'une semaine pour vous inscrire sur les listes consulaires pour pouvoir voter donc à l'élection, notre élection municipale à nous, des conseillers consulaires, qui aura lieu du 28 mai au 31 mai. Voilà, donc vous pourrez voter soit en présentiel, moi je préfère toujours ça, je suis plutôt vieille école, soit par votre compte consulaire. C'est ce qui sera évidemment pratique pour ceux qui habitent à Yekaterinbourg, 2000 km ou ailleurs. Voilà, donc la campagne commence, la nôtre en tout cas commence officiellement le 6 avril, donc c'est lundi qui vient. Et voilà, on vous tient au courant de toute manière. Il va y avoir un site internet, il va y avoir de quoi communiquer avec les Français de Russie, Biélorussie. Voilà, c'est important non seulement de s'impliquer dans la vie locale, mais également de m'apporter votre soutien. C'est un moyen de m'apporter votre soutien dans cette lutte pour la réconciliation entre la France et la Russie, que je suis évidemment le premier à porter. Voilà, je compte sur vous. Inscrivez-vous et votez, et puis participez aux événements qu'on va mettre en place. Déplacements prévus à Saint-Pétersbourg, déplacements prévus à Minsk. Je vous tiens au courant, encore une fois, quoi qu'il arrive. Puisqu'on parle d'élections, certains me font remarquer que finalement ça sert à rien, les élections, ça ne change rien, etc. La preuve que si, et il faut reconnaître ça, c'est à mettre au crédit du Rassemblement national, c'est que plusieurs maires ont décroché le drapeau des forces d'occupation de l'UE, de cette dictature. Je rappelle que désormais l'UE est de facto de jure une dictature, puisqu'elle peut mettre sous sanction des citoyens de pays européens sans tribunal, sans procès, sans droit à la défense, sans rien. Donc c'est une dictature, c'est une tyrannie, et donc je dois dire que ça m'a fait particulièrement plaisir, notamment à Carcassonne, où on a vu les drapeaux donc de cette dictature être retirés de devant les mairies. C'est vraiment, croyez-moi, j'étais très touché, ça m'a fait plaisir. Bravo à Guillaume Bigot d'ailleurs, qui a pris la parole, donc également élu du RN, qui a pris la parole pour expliquer que, contrairement à ce que racontait Benjamin Haddad, en fait, c'est pas de l'argent européen que reçoit une ville comme Carcassonne, c'est de l'argent français. C'est une partie de l'argent qui est volé aux contribuables français, ce fameux Nicolas qui paye,
qu'on renvoie un petit peu en France, mais l'essentiel est donné, une bonne partie, pardon, est donnée aux Polonais, aux Baltes, qui ne servent à rien et qui contribuent à ruiner notre pays et qui ne nous en sont même pas reconnaissants. Donc voilà, comme quoi le local, ça peut aider, ça peut fonctionner, et ici, en fait, nous sommes une grosse bourgade de 3000 habitants en Russie, Biélorussie, donc à vous de choisir des représentants qui, eux, pourront également finalement porter des messages patriotiques français en Russie, puis montrer aux Russes de quoi nous sommes capables. Voilà. Et alors, une fois de plus, alors ça va faire 2 semaines d'affilée, je sais pas ce qui m'arrive, je vais dire du bien de Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen a soutenu courageusement Orban contre Jordan Bardella, il faut le dire, il y a une semaine. Et là, contre le clan Bardella, notamment Thionnet, dont on va reparler, contre donc le clan des hommes soja du RN, eh bien, a soutenu ceux qui ont retiré le drapeau des forces d'occupation, en rappelant que ce drapeau et l'hymne européen ont été rejetés par le référendum de 2005. Donc voilà, chapeau à Marine Le Pen. Encore une fois, je suis capable de tirer mon chapeau à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen. Voilà. Et plus les choses avancent, plus on se dit que si on doit se coltiner le RN pendant 5 ans, on préférera 1000 fois Marine Le Pen à Jordan Bardella. Mais ça, évidemment, ce sont les juges rouges français qui vont décider. Économie maintenant, et évidemment les conséquences de la guerre catastrophique, calamiteuse de Donald Trump contre l'Iran continuent à se faire sentir avec l'augmentation du prix des hydrocarbures. Donc ça, bien sûr, ça pèse sur le carburant, ça pèse sur le gaz, ça pèse sur l'engrais. On l'avait dit, et d'ailleurs donc la Russie a fermé ses exportations d'engrais, et comme on l'avait annoncé, elle a immédiatement après fermé ses exportations de carburant. Encore une fois, c'est le meilleur moyen pour empêcher que le prix du carburant augmente trop pendant cette période où il est hyper sollicité à cause des moissons, à cause du fait que les Russes partent en vacances, etc., etc. C'est comme chaque année, et c'est pas les quelques bombardements sur les raffineries qui vont changer la donne. C'est-à-dire que la Russie la Russie est en surcapacité de transformation du pétrole en carburant, et donc pour la Russie, de ce côté-là, tout ira bien. En revanche, tout va mal, et c'est dans The Telegraph, pour l'aviation civile, puisque une bonne partie des vols, une partie significative des vols ont été arrêtés. On parle de 7% du trafic, parce que les prix ont largement augmenté. Donc d'après les chiffres du Télégraphe, en général, on est à 7%, donc plus de 7000 vols qui ont été annulés. Et en Amérique du Nord, ça a atteint 14,6%. Le coût du kérosène est passé de 742 livres à plus de 1710. Donc ça a plus que doublé, donc évidemment, ça complique tout. Voilà. Évidemment, les coûts des billets d'avion ont augmenté de 15 à 20%. Donc là, encore une fois, il vaudra mieux être en Russie, puisque la Russie est autosuffisante, et surtout, elle est capable d'interdire les exportations. Est-ce que Trump va faire la même chose aux États-Unis? Rien n'est moins sûr, et s'il ne le fait pas, ça va se répercuter sur le prix à la pompe aux États-Unis, puisque les producteurs vont préférer exporter pour gagner plus d'argent. J'expliquais dans mon dernier bulletin que les frappes qui avaient été organisées par les Otano-Kieviens, c'est-à-dire en fait par Londres, contre les installations portuaires pétrolières russes, donc à Ust-Luga, à Primorsk, n'auraient sans doute pas d'impact réel sur les revenus russes. C'est ce qui a été confirmé quasiment le jour où j'ai publié cette analyse, ça a été publié par Bloomberg. Reuters avait parlé de 40% des capacités d'exportation par la Baltique qui avaient été touchées, mais en fait, il parlait le temps encore une fois, de tout remettre en œuvre, et selon Bloomberg, en fait, ça a été quelques jours de suspension qui n'auront pas d'impact significatif, d'autant plus que les exportations ont largement augmenté à cause de la crise en Iran. Et The Spectator, pareil, c'est un magazine britannique conservateur, et qui explique ce que nous avions analysé, c'est-à-dire que tout ce qui donne des signaux au marché du pétrole qu'il peut y avoir une pénurie provoque une augmentation des prix. Donc les frappes qui ont eu lieu sur les installations russes de la Baltique, n'ont fait qu'accentuer l'augmentation des prix, et donc les Russes vont gagner encore plus d'argent. Donc c'est exactement ce qu'on avait analysé une semaine, et c'est ce que dit The Spectator. Donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Ce qu'on apprend aussi dans The Spectator, et que j'ignorais, c'est qu'en fait il y a eu une réforme fiscale en 2024, et le budget russe en fait est alimenté par les taxes payées essentiellement à l'extraction du pétrole en fonction des prix à l'international. Donc c'est-à-dire qu'en fait une fois que le pétrole est extrait, les taxes sont payées au budget russe, et après c'est aux compagnies qui exportent, qui vendent,
de se débrouiller. Donc là aussi, c'est un argument qui montre que ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que Zelensky lui-même a dit que ses partenaires, donc on imagine Washington et les pays européens, lui ont demandé d'arrêter les bombardements sur les infrastructures énergétiques russes parce que la crise est extrêmement grave. Alors, du côté italien, il y a beaucoup de réalisme, notamment il y a des ministres qui ont déjà pris la parole en disant qu'on va vers une catastrophe. Plus de plastique, plus d'engrais. C'est pas seulement du gaz, le prix du gaz et du carburant. Et pour la Russie, évidemment, ça, toute la presse le reconnaît, et même le pauvre Donald Tusk, eh bien, le reconnaît que finalement, c'est le plan de Poutine, en fait. Alors, ça va être encore, on va dire que c'est lui qui a tout calculé depuis le début. Mais la réalité, c'est que ce que nous, on a analysé dès la première semaine du conflit en Iran, c'est que pour la Russie, c'est du pain béni. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Du côté russe, notamment du côté de Vladimir Poutine, eh bien, on gère ça avec sérénité, tout en expliquant bien qu'il n'y aura pas de livraison de pétrole aux pays qui mettent des plafonds, je crois qu'en plus aujourd'hui il est de $40, le plafond sur le pétrole russe pour l'Union européenne, alors qu'il doit être, je l'ai vu, à 93-95$ aujourd'hui le baril d'Oural. Donc voilà, eux n'auront pas de pétrole, ils pourront acheter du carburant transformé en Inde, comme d'habitude, qui sera finalement du pétrole russe. Donc on sait également, les Russes ont déclaré, Novak, donc le vice-premier ministre chargé des questions énergétiques, que les Russes vendent, non seulement il n'y a plus de réduction, mais maintenant il y a même un surprofit. Donc ça, c'est une autre chose. Et également, Vladimir Poutine a insisté sur le fait que la Russie dispose de voies d'exportation donc qui sont bien plus sécurisées que celles, par exemple, du détroit d'Ormuz ou du canal de Suez. Et ça, on peut le constater. Donc il y a bien sûr cette route maritime du Nord, et même en principe la Baltique, quand les actes de piraterie franco-anglo, suédois, baltes seront terminés, en principe la Baltique est une zone d'exportation qui est totalement sécurisée. Et puis, comme le souligne l'excellent envoyé de Vladimir Poutine pour les États-Unis, Dmitriev, qui se moque de ces pauvres Européens en leur disant écoutez, là il est temps de réouvrir Nord Stream 2, de reconstruire les 3 tuyaux qui sont abîmés à vos frais, et puis il y en a un qu'on peut rouvrir tout de suite. Vous imaginez qu'il y a 28 milliards de mètres cubes de gaz qui peuvent passer par le 2e tuyau de Nord Stream 2 qui n'a pas été détruit. Donc, mais bon, encore une fois, c'est exactement ce que je disais sur les Soja Boys d'extrême droite, c'est-à-dire que l'intérêt national, ils sont comme Macron, hein. L'intérêt national est complètement oublié, peu importe que nos artisans ne puissent plus nos pâtissiers, boulangers ne soient plus capables de payer la note, on va continuer à ne pas acheter le gaz le moins cher du monde, qui est le gaz russe. Voilà un peu ce qu'on peut faire comme, encore une fois, revenir sur ce point important. Tout ce qui se passe par l'Union européenne va contre l'intérêt de la France. Il n'y a rien qui va dans l'intérêt de la France dans cette organisation maléfique et tyrannique. Et en conclusion, on ne peut pas exclure qu'avec la crise énergétique qui se prépare, ce soit le retour du QR code, comme pendant le Covid. Pour sortir de chez vous, il va falloir le justifier. Et c'est reparti, le travail à la maison avec les enfants qui braillent autour. Voilà. Encore une fois, au sein de cette tyrannie, de cette dictature qu'est l'Union européenne, tout est possible. Du côté russe, les choses vont beaucoup mieux économiquement. C'est ça aussi qui fait que la victoire russe va être totale. Hein. C'est-à-dire que quand on voit les économies européennes et hors Russie et l'économie russe, évidemment, ça joue pas dans la même cour. La dette publique a légèrement augmenté. Donc en 2025, on est monté à 21% du PIB. Donc, c'est-à-dire que la France, elle doit être à 120, là, je pense qu'elle doit être à 120%, pour vous donner un ordre d'idée sur la manière de gérer. Et donc le service de la dette monte, donc dans le budget russe, est à 7,5%. Voilà quelques chiffres. Donc la Russie est en train de gagner beaucoup d'argent, et comme ce n'est pas un pays socialiste comme la France, il est réinvesti de manière productive, notamment dans les infrastructures. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Charles Le Gave qui dit que le régalien, c'est la sécurité à l'intérieur, la sécurité à l'extérieur, la diplomatie, la justice, voilà, et le développement du territoire. Et ça, c'est vraiment un domaine dans lequel Vladimir Poutine également a eu un rôle moteur extrêmement important, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé sur Stratpol, cette grande artère qui, là, à terme, doit, en arrivant jusqu'à Tioumen, doit faire près de 2000 km, donc qui part de Moscou, qui passe par Kazan, qui va jusqu'à Yekaterinbourg et qui fait 2000 km, donc une autoroute rapide, comme il disait ici, est en phase finale de construction. Le dernier tronçon a été lancé, et donc par Vladimir Poutine, et
il lance les essais des transporteurs automatiques, sans pilote, en fait, sur donc cette fameuse M12. Donc voilà, je ne sais pas, nous, on en est où par rapport à ce niveau technologique. Alors évidemment, la Russie est encore loin derrière la Chine, hein, mais c'est tout à fait remarquable ce qui est en train de se passer en Russie. Et encore une fois, hein, pour montrer que c'est pour ça que ça s'appelle aussi une opération militaire spéciale. Ça ne monopolise pas toute la ressource russe. Et finalement, la Russie qui est en guerre ouverte, a plus de ressources pour développer son territoire que n'en a la France qui, alors officiellement, ne fait la guerre à personne, mais même si effectivement on peut parler de co-belligérance aux côtés du régime kievien. Donc voilà, de ce côté-là, tout va bien. Et comme tout va bien, eh bien je vous invite à venir investir en Russie, à venir y ouvrir un compte. Voilà, ça, je connais l'équipe qui peut vous faciliter ça. Ce sera l'occasion pour moi de vous rencontrer. D'ailleurs, on a eu un déjeuner très sympathique avec 2 de nos visiteurs qui sont venus investir en Russie. Félicitations à eux, c'est un très bon choix. Politico-diplomatique maintenant, et avant de passer sur les gros sujets, il y a un sujet qui m'a pas mal plu, c'est les lois qui sont prises au Sénégal, donc par la fine équipe, hein, que je suis attentivement parce que ce qu'ils font me plaît beaucoup, ce que j'appelle du nationalisme sénégalais. Donc vous avez Diomaye Faye, le président, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, je crois que ça fait un peu plus d'1 an, Jean-Luc Mélenchon, parce que Ousmane Sonko pensait que, comme il était socialiste, il était anticolonialiste et que c'était son allié, l'avait invité pour parler de politique. Et alors que Ousmane Sonko tenait un discours gaulliste ou poutiniste, parlant de souveraineté monétaire, militaire, etc., d'indépendance, voilà, Mélenchon, lui, parlait des droits LGBT au Sénégal, en Afrique noire. Et donc, ça nous avait fait bien rire. J'en avais parlé, j'y suis revenu plusieurs fois, ça fait aussi beaucoup rire mon ami tchadien Ahmad Tahir, hein, que je salue, qui est souvent invité dans notre émission ici Moscou, qu'il était la semaine dernière. Et visiblement, Mélenchon n'a pas été suffisamment convaincant, puisque le Sénégal vient au contraire de prendre des lois qui durcissent les lois sur les questions anthropologiques, si je peux dire ainsi. Donc on voit que le colonialisme de la gauche française s'est arrêté. Plus personne ne l'écoute, hein. Le bon temps de Jules Ferry du droit et du devoir des races supérieures sur les races inférieures. Sur le Sénégal, Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé. Il faut oublier. Et bravo encore une fois aux Africains de tenir bon face en plus quelquefois à des chantages. On leur propose de l'aide en échange de prendre des réglementations pro-LGBT et voilà. Donc c'est raté. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va se poser à l'intérieur du territoire français. Parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que pense Bali Bagayoko, j'espère que j'ai bien prononcé, le nouveau maire de Saint-Denis, donc qui est un Malien d'origine. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense du mariage homosexuel. Parce qu'il va peut-être être obligé d'en célébrer dans sa mairie, ou d'en faire célébrer. Donc, en plus, j'ai vu que dans l'équipe municipale, il y avait des militantes LGBT. Encore une fois, ça va être intéressant et on risque peut-être, nous, les nationalistes, de manquer de pop-corn par rapport à l'avenir de la France insoumise. Hein. La France insoumise a écrasé le PS et il est possible que la France issue de l'immigration, comme dit M. Bagayoko, eh bien, elle se débarrasse de la France insoumise et ce serait pas plus mal. Au moins, ça aura servi à ça. Rapidement sur l'Iran, de toute manière, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que Trump fait des déclarations dans tous les sens. Donc là, il menace, il annonce qu'il va ramener l'Iran à l'âge de pierre, pourquoi pas. Mais finalement, en a-t-il les moyens ? Peut-être, peut-être pas. Et surtout, les conséquences risquent d'être extrêmement graves. Encore une fois, le Moyen-Orient peut être ramené pour le coup, la totalité du Moyen-Orient à l'âge de pierre. Très triste. Ce qu'on voit, ce qui se passe à Dubaï et à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, c'est une véritable catastrophe. D'autant plus que les Houthis sont rentrés dans la danse. Ils ont déjà commencé à bombarder Israël. Ils ont bloqué, en tout cas, ils annoncent qu'ils vont le faire, ceux qui vont combattre contre l'Iran, donc bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Et également, ils sont à un peu plus de 1000 km du port de Yanbu, qui est utilisé par l'Arabie Saoudite pour exporter son pétrole. Donc c'est un port qui donne sur la mer Rouge, donc qui permet d'éviter le détroit d'Ormuz. Donc pour l'instant, les choses ne vont pas en s'arrangeant du tout. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, le Brent était monté à $106. Donc les annonces triomphales de Donald Trump ne convainc personne. Ce dont tout le monde a envie, en fait, c'est que l'armée américaine parte. Alors, on a vu que Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc
aux affaires étrangères américains, a donné des objectifs militaires qui sont finalement beaucoup moins ambitieux et qui peuvent être annoncés comme atteints, même si c'est pas le cas, notamment la destruction des capacités nucléaires ou la destruction de la flotte. Quelle flotte iranienne? L'Iran fait la guerre avec des drones flottants, donc bref. En tout cas, tout le monde espère que ça va s'arrêter, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui semble, c'est que Trump a envie de faire tapis, mais à voir. Encore une fois, on suivra ça pour vous. Je vous renvoie aux travaux, aux analyses de Fabrice Sorlin et de Youssef Indy une nouvelle fois. Entre Washington et Moscou, en tout cas, les contacts se maintiennent et même se développent. Donc on a appris par Narychkin, le patron du SVR, l'équivalent de la DGSE et de la CIA, bien que précisément il avait des contacts avec ses homologues de la CIA, donc c'est plutôt une bonne chose quand les services secrets se parlent. Et également il y a eu un voyage de parlementaires russes aux États-Unis. Notamment, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui fait partie d'un parti d'opposition, qui est Mikhail Delyagin, que je suis grâce à mon ami Gilles Walter depuis une dizaine d'années. Donc, qui lui est très critique du modèle néolibéral occidental. Lui, il est sur un modèle beaucoup plus étatique et donc notamment il tire à boulet rouge, comme nous, sur la Banque centrale. Donc, c'était intéressant d'avoir Delyagin qui faisait partie donc de cette délégation. Il y avait quatre représentants, en gros, d'après ce que j'ai vu, des quatre partis. Des quatre partis donc du Parlement russe, donc Russie Unie, LDPR, Russie Juste et le Parti communiste. Voilà. Donc cette délégation rendue a été bien accueillie. Ils ont expliqué donc Delyagin a donné une interview. Il a expliqué tous les sujets avaient été abordés, que certains sujets, ses homologues américains essayaient d'éviter, et que en gros, les Russes étaient surpris que ce voyage ait été maintenu, étant donné que pour l'instant en Ukraine ça va nulle part. Et avec ce qui se passe en Iran. Mais non, visiblement, c'est ce que dit Delyagin, il y a au sein de l'administration américaine une partie en tout cas du parti républicain qui veut vraiment développer des relations, même si vraiment ce n'est qu'une ébauche avec la partie russe, et on ne peut que s'en réjouir et on ne peut que déplorer évidemment que la France n'en fasse pas autant. Et puisqu'on parle de l'OTAN, pardon pour le jeu de mots, et puisqu'on parle de l'OTAN, eh bien évidemment la question se pose désormais de savoir si l'OTAN va survivre, et on espère tous que non, à la menace que fait peser Donald Trump, puisqu'il est très déçu que les Européens ne veuillent pas, mais en fait surtout ne puissent pas venir à l'aide des États-Unis et déboucher le détroit d'Ormuz. Tout ça, c'est pas possible, on n'en a pas les moyens, on n'a qu'un porte-avions, qu'un groupe aéronaval, et bientôt il va être obligé de rentrer à la maison pour se faire maintenir. Donc tout ça, voilà, il y a de grandes déclarations, des insultes de part et d'autre, de la part de Donald Trump contre Brigitte Macron qui a mis des droites à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, évidemment, n'a pas pu s'empêcher de répondre, ce qu'il fallait évidemment pas faire, mais bon, encore une fois, on est à un tel niveau d'amateurisme diplomatique au Quai d'Orsay et à l'Élysée qu'on est étonné de rien. Voilà. En tout cas, on peut espérer, il faut espérer. La première chose à faire, en fait, lorsque les nationaux conservateurs seront au pouvoir, c'est de sortir de l'OTAN. Ça ne coûte rien. On est capable de se défendre tout seul, on n'a besoin de personne. Donc on sort de l'OTAN, c'est de faire des grosses économies tout de suite. Mais évidemment, pour ça, il faut être souverain. Voilà, donc sur l'OTAN, la Russie, elle, de son côté, eh bien, évidemment, continue à mener sa propre politique, y compris même quand ça déplaît à Donald Trump, puisque là, elle vient d'envoyer un tanker chargé de pétrole pour approvisionner Cuba, qui est en état de siège, épouvantable, ce qu'est en train de faire la flotte américaine. J'aimerais pas être à la place de Marco Rubio, je parle dans sa tête, qui lui-même est d'origine cubaine, alors même s'il n'aime pas les communistes, ce que je peux tout à fait comprendre, ce qu'ils sont en train de faire subir aux Cubains, c'est un crime de guerre, en fait, appelons les choses telles qu'elles sont. En tout cas, la Russie, fidèle à sa tradition de relations vis-à-vis de Cuba, eh bien, est venue donner un petit coup de main. Visite du président arménien Pachinian à Moscou, où il a été d'ailleurs très, très bien accueilli. Toute la ville était quadrillée, d'ailleurs. Heureusement que j'étais en moto, sinon il n'y a rien qui circulait. Et donc, les négociations ont eu lieu avec Vladimir Poutine. Ce que j'ai retenu, c'est deux choses. La première chose, c'est que Vladimir Poutine l'a mis en garde que l'entrée dans l'Union européenne l'empêcherait de rester au sein de l'Union économique eurasiatique. Et c'est exactement le même problème qui se posait pour l'Ukraine en 2013, juste avant Maïdan, c'est-à-dire rentrer dans l'Union européenne, évidemment que la Russie va pas laisser rentrer
par l'Arménie des produits de l'Union européenne. Et si l'Arménie est obligée d'appliquer les sanctions contre la Russie, il y a toute une partie du commerce arménien qui va disparaître. Donc Vladimir Poutine l'a bien mis en garde et c'est une excellente chose. Et puis, il a également rappelé à Pachinian que la perte du Nagorno-Karabakh, l'Astrach, comme ils disent, c'est la responsabilité de Pachinian, qui ne l'a jamais reconnu. Je rappelle que la seule entité à l'international qui a reconnu le Nagorno-Karabakh comme étant une terre arménienne, c'est le Sénat français. Voilà. L'Arménie ne l'a jamais reconnu. Et donc, du point de vue du droit international, du point de vue absolu, ça fait partie de l'Azerbaïdjan. Voilà. Et évidemment, mais alors après, on ne peut que déplorer le nettoyage ethnique, mais le fait est que c'est une réalité du droit international et qui a été extrêmement mal gérée, d'ailleurs non seulement par Pachinian, mais également par tous ses prédécesseurs, et c'est bien triste parce que, effectivement, d'ailleurs, il y a des leaders arméniens du Nagorno-Karabakh qui sont toujours emprisonnés en Azerbaïdjan. Voilà, donc peut-être qu'avec des négociations, ça pourra se résoudre. Voilà pour l'Arménie, et je voulais finir par The Economist et la Chine, parce qu'il faut toujours parler de la Chine, c'est extrêmement important. Je vous renvoie encore une fois aux travaux de Laurent Michelon, donc avec une très belle couverture comme c'est faire The Economist, et une citation de Napoléon, ne jamais interrompre votre ennemi lorsqu'il est en train de commettre une erreur. Et c'est exactement ce que font les États-Unis. Et souvenez-vous, je crois que c'était Jeffrey Sachs qui avait dit il y a quelques années, en disant, si on s'interroge pourquoi l'économie chinoise a rattrapé puis dépassé l'économie américaine, c'est que depuis 1945, les Chinois ne font pas la guerre. Voilà. Et ils ne la feront pas à Taïwan. Contrairement, il ne faut pas projeter ces fantasmes belliqueux sur la Chine. La Chine, c'est la voie médiane, c'est la patience. Les Taïwanais sont des Chinois. Et on ne fera pas couler le sang chinois inutilement. Il y a vraiment des choses admirables hein, quand je découvre la civilisation chinoise. Ça rappelle d'ailleurs notamment sur le fait de préférer un compromis même défavorable plutôt qu'une guerre. Ça rappelle précisément la trêve de Dieu à l'époque médiévale. Donc, armement maintenant, et les dernières nouvelles ne sont pas à la gloire du complexe militaro-industriel ukrainien, qui d'ailleurs n'existe plus. Cette idée renforcée par les déclarations du président de Rheinmetall, qui est un des principaux acteurs européens du complexe militaro-industriel allemand, notamment les tanks. Et donc Rheinmetall, le président de Rheinmetall, on lui parlait des technologies ukrainiennes de drones. Il disait oui, ils ont des imprimantes 3D, ils fabriquent des drones, voilà comme ça. Et puis, et en fait, ils assemblent des sous-ensembles chinois, comme tout le monde. Donc en fait, oui, il y a la masse, il y a le volume, parce que il y a toute une population qui est réquisitionnée pour faire ça, mais il y a rien d'innovant en fait. Et c'est la masse, mais la masse c'est bien aussi. Hein, encore une fois, aujourd'hui, si la ligne de front kievienne s'effondre pas complètement, on va en parler, c'est parce qu'il y a des masses de drones à la première personne qui permettent de ralentir la progression de l'armée russe. Donc voilà, c'est bien d'avoir ces mythes sur les capacités technologiques du complexe soi-disant militaro-industriel ukrainien remise à leur juste proportion. Du côté russe, en revanche, les nouvelles sont bonnes, puisque l'Inde a acheté pour 25 milliards, commandé pour 25 milliards d'armements, notamment des systèmes S-400. Donc, comme on le voit, en fait, ce système a fait ses preuves dans le conflit ukrainien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un avion qui peut pénétrer le territoire russe, ou le territoire contrôlés par les Russes, donc ce sont des systèmes extrêmement efficaces, et puis également des munitions. Voilà. Donc gros contrat. Et alors évidemment, on peut se dire, mais comment ça se fait ? La Russie est en guerre et elle peut quand même exporter des systèmes d'armes. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est également la même raison pour laquelle le budget de la défense russe a diminué l'année dernière et qui va continuer à diminuer, parce que les 2 premières années de la guerre, il y a eu un budget de rattrapage, puisqu'il fallait relancer à 100% toutes les capacités militaro-industrielles. Donc la Russie a mis beaucoup d'argent, mais maintenant, ça roule. Voilà. Et donc, effectivement, il y a moins besoin d'investir, il faut maintenir le roulement, il faut continuer bien sûr la recherche et développement, mais il y a de la marge, et il y a de la marge pour exporter. Donc ça veut dire à quel point le complexe militaro-industriel russe se porte bien, et comme je l'avais dit, cette guerre en Ukraine va faire du matériel russe qui est efficace, facile à produire et pas cher par rapport à ses concurrents, va en faire quelque chose des produits les plus demandés dans ce domaine-là. Voilà, bravo les Russes. Empire du mensonge rapidement, et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl! Et désormais, de plus en plus, ce sont des gens qui sortent du bunker, puisque le moment bunker, c'est Kaja Kallas, écoutons-la.
We have some obstacles on the way when it comes to the 20th sanctions package as well as the disbursement of loan. The work is ongoing to overcome these obstacles, but unfortunately today I don't have the good news to deliver here that this loan will be reimbursed. So that's why we are still working and hopefully we'll get this decision for the next European Council. Donc là, on a Kaja Kallas qui vient de se rendre compte que les choses vont mal et qu'elle n'a pas de bonnes nouvelles pour Zelensky, notamment sur les 90 milliards qui sont, paraît-il, bloqués par Viktor Orban. Mais quand on lit un peu dans la presse occidentale, notamment, finalement, on a l'impression que Viktor Orban, tout le monde est bien content qu'il s'oppose aux prêts de 90 milliards d'euros, parce qu'en fait, personne n'a envie d'aller emprunter à 3 à 4% sur les marchés internationaux. Déjà, il n'y a plus d'argent. Pour ensuite le donner à 0% à l'Ukraine, qui va le voler. Il y a la moitié qui va disparaître, soit dans les poches du Parti démocrate ou de l'opposition à Viktor Orban, puisque les élections, ça on va en parler bientôt, approchent. Donc pour que ça sorte par la bouche de Kaja Kallas, c'est-à-dire que la situation est vraiment grave, mais je pense que de plus en plus, en fait, notre moment bunker, ça va être des moments où on voit tous ceux qui nous ont raconté n'importe quoi pendant 4 ans nous dire le contraire de ce qu'ils ont dit pendant 4 ans, précisément. À suivre. Considération militaire maintenant, et tout d'abord, la première considération qu'on peut faire, c'est que Tsahal n'a rien appris et que le Hezbollah a tout appris des 4 ans de conflit en Ukraine. Je vois des vidéos arriver où on voit le Tsahal arriver en colonne de blindés à découvert, avec des blindés arrêtés en plein découvert, se faire détruire par des drones à fibre optique du Hezbollah par dizaines. On parle, alors j'ai vu des chiffres assez différents, mais 20 destructions de Merkava confirmées et jusqu'à 60 blindés en tout confirmé. Donc ça veut dire qu'en fait, Tsahal a sous-estimé son adversaire, alors que le Hezbollah, c'est quand même du solide. Je l'ai dit, je l'avais vu à l'œuvre il y a 30 ans, là, quand j'étais au sud Liban, en 2006 qu'on gagnait. Et là, visiblement, Tsahal n'a rien appris. Et donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent annexer le territoire libanais au sud du fleuve Litani. Mais après, il va falloir le tenir. Et là, étant donné l'équipement dont bénéficie le Hezbollah, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aller jusqu'à Beyrouth. Et puis tuer tout le monde. Ambiance Gaza, quoi. Donc en fait, là aussi, mauvaise stratégie de la part de Netanyahou. Et puis mauvaise tactique, mauvaise art opératif inexistant. Côté Tsahal, la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour sont désormais bien loin. Puis dernière considération militaire, vous allez voir sur ma carte des opérations militaires, j'ai rajouté des zones en fait d'infiltration, c'est-à-dire des zones où on ne sait pas qui contrôle exactement, suite à ce que j'expliquais notamment chez Alexis Poulain, c'est-à-dire que et sur GPTV, c'est-à-dire que maintenant les Ukrainiens copient la tactique russe qui consiste à envoyer des petits groupes infiltrés pour essayer d'arriver sur les arrières des ennemis et de déstabiliser la ligne. Alors ça marche plus très bien d'ailleurs ni du côté ukrainien ni du côté russe, parce que maintenant les gens ont compris, mais cela dit, ça veut dire qu'on a des groupes qui sont infiltrés et imbriqués, et donc on ne sait pas qui contrôle quoi. Donc quand je ne suis pas sûr, je mets cette espèce de zone, on va dire, neutre, en tout cas qui n'est pas contrôlée absolument par d'autres. Voilà. Et la manière dont les Russes vont résoudre ce problème, d'ailleurs, est fondamentale pour savoir ce que va donner la campagne de printemps et la campagne d'été, dont dépendra, encore une fois, je crois encore qu'il peut y avoir une cessation des hostilités, une trêve cette année, notamment si les Russes libèrent le Donbass ou du moins encerclent, au moins du point de vue opératif, les forces otano-kieviennes, donc qui sont réfugiées à Slaviansk-Kramatorsk. Ça, ce sera décisif, donc on va voir comment les Russes ont décidé de s'adapter. Pour l'instant, on est toujours dans la préparation de ces offensives. Mais là, pour l'instant, on voit que les Russes sont en train de reprendre l'initiative sur la totalité du front. On va suivre ça pour vous. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc ça, c'était le port de Yanbu. C'est par là que passent les Saoudiens. Et comme on le voit, ils sont à portée de tir. Donc même si pour les moyens du Yémen, c'est quand même un peu en distance maximale, mais avec une aide de l'Iran, ils y arriveront sans problème. Donc de 2000 km. Mais pour l'instant, c'est par là que les Saoudiens arrivent à évacuer leur pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, il y avait un article dans le Financial Times qui expliquait que les pays arabes, en fait, étaient en train d'étudier des solutions pour évacuer leurs hydrocarbures
en construisant des gazoducs ou des oléoducs. Alors la question, c'est de les faire passer par où? On s'en souvient, une des motivations pour soutenir les djihadistes en Syrie, notamment par les pays arabes, était bien de passer par la Syrie pour déboucher en Méditerranée. Mais tout ça, c'est des gros investissements dans des zones qui sont loin d'être sûres. Donc la solution tout de même la moins chère, ce serait de ramener la paix dans la région du Golfe Persique et du Golfe d'Oman, comme on le voit ici. Mais passons maintenant sur la carte des opérations militaires. Donc des bombardements donc, dans la profondeur du territoire russe, mais qui visiblement ont donné beaucoup moins de résultats que la semaine dernière, puisque le coup de passer par les pays baltes ou par la Finlande, ça a marché une fois par la surprise. Maintenant, les Russes essaient de s'adapter, donc on n'a pas observé de grandes destructions cette fois-ci sur le territoire russe. En revanche, du côté otano-kievien, là, les frappes ont été violentes, brutales et régulières. Et notamment, le but est clairement de détruire les infrastructures énergétiques dans l'ouest de l'Ukraine, qui avaient été relativement épargnées, et notamment des lignes d'approvisionnement qui viennent d'autres pays. Alors, essentiellement, maintenant, c'est la Roumanie, puisque la Hongrie et la Slovaquie ont cessé les approvisionnements. Donc, beaucoup de frappes autour de Lvov et autour d'Ivano-Frankovsk à cet endroit-là. Voilà, donc les Russes y vont très fort. Et beaucoup de frappes sur les exploitations de gaz. Hein, ici, dans la région de Kharkov, ici, dans la région de Soumy, et ici, dans la région de Poltava également. Voilà, à cet endroit-là, là où il y a les petites punaises vertes. Sur le front maintenant, alors voilà à peu près où on en est. Donc pour l'instant, c'est le flou artistique. Ici, il y a des groupes infiltrés des deux côtés. Donc là, j'ai pas fait de zone je dirais d'infiltration, mais j'aurais pu en faire une. Mais je crois que les choses sont un peu en train de se préciser. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Ici, en revanche, j'en ai fait une parce que les renseignements les plus optimistes pour les Russes, nous donnent une avancée qui irait quasiment jusque-là. Mais on n'en est pas sûr. Et surtout, il y a encore une présence des unités otano-kieviennes dans cette zone-là. Donc voilà à peu près où est, on va dire, la zone d'infiltration. Celle-ci, c'est celle des Russes. Au nord de la ligne de front, cette zone d'infiltration, c'est celle des otano-kieviens. Mais là, c'est pareil, en fait, ils ont annoncé la prise de localités sans envoyer de preuves qu'ils les contrôlaient. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une imbrication donc, des unités russes et kieviennes. Ce qui est intéressant, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que visiblement, les Russes ne sont pas trop préoccupés puisqu'ils continuent de leur pousser, eux, vers l'ouest. Donc, ils n'ont pas peur de se faire couper leurs arrières. Et surtout, là, ça a été documenté, les Russes ont pris Boykovo, à cet endroit-là. Donc, c'est-à-dire que les Ukrainiens prétendent contrôler cette zone-là, en tout cas avoir des unités infiltrées, mais les Russes, tranquillement, prennent une localité ici. Bon, donc, encore une fois, voilà pourquoi je mets ces nouvelles zones d'infiltration. Là, les otano-kieviens ont lancé une contre-offensive vers Pakrovsk, et alors là aussi, ça a étonné tout le monde, puisque autant on comprend qu'ils aient copié la tactique russe de l'infiltration par des petits groupes très mobiles, très rapides. Là, on a eu le droit à la colonne de blindés, en plein découvert, et qui a été massacrée par les dronistes russes. Donc il n'y en a pas un seul qui est arrivé. Il y a même eu, je crois que c'est un Abrams, donc char lourd, qui a été détruit. Et donc là, tout le monde s'interroge, y compris côté ukrainien, mais à quoi joue-t-il? D'autant plus que, par exemple, Yuri Podolaka avait lui-même anticipé, donc c'est-à-dire que l'état-major russe avait anticipé que vraisemblablement, pour empêcher les Russes de mettre leur base d'assaut sur cette ligne de front-là, eh bien, les otano-kieviens allaient lancer une offensive au sud de Grishino et également au nord. Donc pour l'instant, l'offensive est partie au sud. Pour l'instant, elle a échoué. Sur Konstantinovka, les combats continuent. Je ne bouge pas la ligne de front tant qu'elle n'a pas significativement avancé, mais on doit être à peu près à cet endroit-là. Mais là, c'est pareil. Tantôt, c'est les Ukrainiens, tantôt, c'est les Russes, on ne sait pas trop. En revanche, là, ce qui est important, c'est que donc, les Russes continuent de leur pousser vers Rai-Alexandrovka, ultime marche avant de déferler sur Slaviansk, et ils sont en train de nettoyer la rive nord de la rivière Donetsk, et se sont emparés de la localité de Broussovka, à cet endroit-là. Donc, ce qui est un gros problème pour la ville de Liman, qui est prise d'assaut par les troupes russes depuis plusieurs semaines maintenant, puisque en fait, ça leur donne un contrôle sur les voies d'approvisionnement. Donc, ça voudrait dire que le sort de Liman
va être bientôt réglé. Alors bientôt, encore une fois, on sait que l'état-major kievien, pour des questions de marketing, ne donne jamais d'ordre de retrait. Ce qui veut dire que, pour les Russes, c'est pas mal non plus, puisque ça fait des prisonniers, et puis, malheureusement, des morts de ces pauvres soldats ukrainiens, toujours aussi mal commandés par leur état-major, qui privilégie le marketing à la tactique et à l'opératif. Plus au nord, alors on a annoncé la libération complète du territoire de la République populaire de Lugansk. Souvenez-vous, la République populaire de Lugansk avait été déjà libérée complètement une fois, donc en été 2022. Mais ensuite, il y a eu la contre-offensive kievienne de l'automne 2022. Ils avaient repris quelques morceaux dont ils ont été ensuite éjectés. Ici, c'est la frontière donc, de la République populaire de Lugansk. Voilà. Et donc, il y a également la nouvelle frontière de la Russie, en attendant, et je l'espère, que Kharkov soit intégré également à la fédération. Et il restait plus que ce petit morceau-là. Enfin, nous, c'était nos calculs. Et là, il a été annoncé que ce petit morceau a été libéré. Voilà. Donc, les Russes toujours poussent pour essayer de complètement nettoyer la rive est de la rivière Oskol. Du côté de Lugansk, et là, évidemment, vous en doutez bien, j'ai mis une grosse zone d'infiltration, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Alors, a priori, l'avantage va quand même plutôt du côté des Russes. Sur la rive est, là, c'est quasiment certain, mais enfin, j'en suis pas 100% sûr, donc je laisse comme ça. Mais les Russes sont en train finalement de nettoyer, pareil, les troupes qui ont été laissées sans ordre de repli au nom du marketing zelinskiesque. Et finalement, donc la situation, mauvaise situation des troupes russes sur la rive ouest, semblerait pas être si mauvaise que ça. Et qu'en fait, certains disent que ça a été une intoxication de l'état-major russe qui a voulu en fait tromper les troupes otano-kieviennes pour qu'elles s'investissent davantage, mais que finalement les Russes tiendraient une bonne partie de l'ouest de Kupiansk. Pour l'instant, j'en sais rien, d'où cette zone. Voilà. Les Russes continuent à avancer ailleurs, donc là, c'est pas des infiltrations, on en est plus sûr, puisque c'est pas des fronts prioritaires, donc Kiev il met moins de moyens, donc il s'approche de la localité de Kolodiazie, donc ça veut dire en préparation d'une offensive vers Veliki Burluk, qui est la localité dont il faut s'emparer pour contrôler toute cette partie-là, que les Russes contrôlaient en 2022. Et donc on voit donc pression également à l'est de Vovchansk, et les Russes se sont emparés de la localité Verkhnaya Pisarovka, à cet endroit-là. Donc là, ça pousse tranquillement. Et évidemment, c'est important, puisque là aussi, ça va permettre aux Russes de contrôler des routes d'approvisionnement vers précisément Veliki Burluk. Donc là, on est bien. De ce côté-là, on est même très bien. Et il est possible que Kharkov la région de Kharkov devienne un objectif. Autre chose qu'une diversion. Ça peut être une diversion pour forcer Kiev à déployer ses maigres ressources, mais ça peut être également un véritable objectif. Comme peut l'être également Soumy, puisque les Russes ont continué à avancer, donc ils ont nettoyé toute cette poche-là, et maintenant sont en train de se rapprocher de Myropylia à cet endroit-là. Ils se sont également emparés de la localité de Mala Korshakovka et seraient rentrés dans Korshakovka soi-même, mais c'est pas encore confirmé. Voilà. Et donc la poussée, encore une fois, vers la région de Soumy, vers également peut-être la région de Tchernigov, et toujours à l'ordre du jour, les Russes se sont également emparés de ce poste frontière ici, à cet endroit-là. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 2 avril 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, inscrivez-vous sur tous nos réseaux sociaux français de Russie-Biélorussie. Inscrivez-vous sur les listes consulaires pour pouvoir voter pour ma liste. Voilà, c'est extrêmement important. Le site internet sera mis en ligne lundi, donc restez connectés sur mes réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent aider ma famille, d'aller voir là, du côté de la cagnotte de ma femme. Voilà, en tout cas, les choses vont très bien pour la Russie. On le voit sur le front, on le voit du point de vue économique, c'est magistral. Donc, tenez bon, courage, on les aura.